5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. À peine la 9e législature installée que les députés élus du parti d'opposition, les démocrates, font déjà bouger le Parlement. Si Nourainou Attiadé a pu donner le ton avec un discours de constitution de groupe parlementaire aux allures de déclinaison de politique générale, avec une bonne dose de flèches décochées vis-à-vis du pouvoir en place, Léon Basile Arrossi, lui, y est allé de son interpellation au sujet de cette disposition qui offre des émoluments supplémentaires aux élus du Parlement sortant. En milieu de semaine dernière, on apprend que les démocrates ont boycotté la session en pleine séance, protestant contre les deux autres partis de la majorité présidentielle qui, selon eux, se sont adjugés toutes les présidences des différentes commissions techniques. L'opposition déjà dans la contestation au Parlement, on en parle ce matin. Et puis, les équipes nationales du sport changent de surnom. Plus de rongeurs, croqueurs de noisettes comme emblème. Le Bénin fait l'option d'un félin beaucoup plus viril. Écureuil, c'est désormais du passé. Dès à présent, ce sont les guépards. C'était dans les tuyaux depuis un moment. C'est maintenant officiel. Et du côté des dames, un choix beaucoup plus culturel et historique. Elles porteront sur elles le courage et la bravoure. On parle désormais des Amazones du Bénin. On s'attarde un moment sur cette décision ministérielle qui vient tout de même mettre fin à plusieurs décennies d'histoire. Et puis en interactualité, la Cour d'appel du tribunal d'Abidjan a confirmé la condamnation à la prison à vie qui pèse contre Guillaume Soro pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État. Elle a également confirmé les condamnations pour plusieurs de ses proches. Parmi eux figure Souleymane Kamaraté dit Soul Toussoul, qui était le directeur de protocole de Guillaume Soro, le commandant Jean-Baptiste Kwame, l'ex-responsable de la garde rapprochée de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ainsi que plusieurs responsables militaires sur les bords de la lagune Ébrié. La réconciliation appelée de tous les vœux peut-elle avoir lieu sans l'ancien président de la FECI, l'ancien bras droit du président Ouattara, devenu un véritable paria? Décryptage bien sûr à suivre. À suivre avec Ange Banouin, journaliste, analyste politique, écrivain. Bonjour et bienvenue Ange. Bonjour Eman et bonjour téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Partagez. Juste à côté de vous, Moïse Osumo, le directeur de publication du quotidien Fraternité. Bonjour Moïse. Bonjour Eman, bonjour monsieur, madame, monsieur. Un plaisir aussi de vous recevoir parmi nous. Et Bouniek Adagonou, bonjour Bouniek. Bonjour mon cher Eman. Analyste politique, bien connu ici sur 5 sur 7 matin. Et je reste avec vous, Bouniek, pour évoquer le tout premier sujet en débat. Il s'agit bien évidemment de la posture aujourd'hui des démocrates au Parlement, les démocrates crédités, bien sûr, de 28 députés à l'Assemblée nationale. On a vu un groupe parlementaire déjà se créer dès les premières heures de l'installation de la 9e législature. Une interpellation du président de l'Assemblée nationale dans la foulée sur un sujet. Et bien sûr, en milieu de semaine, on apprend qu'ils ont boycotté la session en guise de protestation. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup en un laps de temps? Écoutez, depuis l'avènement du renouveau démocratique dans notre pays, il est à constater que les oppositions au sein de tous les régimes, évidemment, ont su jouer leur rôle. Et je pense que les démocrates également sont évidemment dans ce rôle-là. C'est de bonne guerre, je peux le dire ainsi. Est-ce que ce qui s'est passé la semaine passée était contre les tests? Je n'en sais absolument rien. Est-ce que les partis de la mouvance étaient obligés de leur concéder quelques postes au sein donc de ces commissions techniques? Je n'en sais absolument rien. De toutes les façons, je crois, à mon avis, et ça c'est personnel, que serait, même si on considérait que les tests ne leur faisaient pas obligation de le faire, ça aurait été élégant quand même de concéder ne serait-ce que quelques postes, n'est-ce pas, à la minorité parlementaire, ce qui n'a pas été fait. De toutes les façons, on garde notre calme et puis je pense que les démocrates ont déposé donc des recours, ont saisi la Cour constitutionnelle pour non-respect donc des tests parce que selon eux, ils auraient pu quand même obtenir quelques postes, n'est-ce pas, dans les différentes commissions techniques. Donc on reste calme pour voir si la Cour leur donnera raison. D'accord. De toutes les façons, en gros, il faut comprendre qu'ils sont dans leur rôle. Les oppositions sont, depuis l'avènement du renouveau démocratique, les oppositions ont toujours joué ce rôle-là et ils sont bien dedans. Donc ils ne sont pas en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, Ange Banouin, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est une question de rapport de force. Aujourd'hui, le rapport de force est en faveur de la majorité présidentielle. Les démocrates, évidemment, doivent-ils être dans cette posture de contestation vis-à-vis de la majorité présidentielle?
Merci, Eman. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle déjà de la configuration, je ne dirais pas arithmétique du Parlement, on pourrait dire que la démocrate représente le quart sans extrapoler de l'effectif. Et le Bloc républicain, le quart également, et l'Union progressiste, le renouveau, l'autre moitié. Voilà, l'autre moitié, les deux quarts. Donc, même, bon, quand je dis deux quarts, ça n'atteint pas, mais je considère... À peu près, voilà, approximativement. Donc, d'abord, si on s'en tient à cela, et que, suivant les dispositions en la matière, on voulait rester dans un rapport de force, c'est qu'il faut d'abord, dans un premier temps, voir quelle est la configuration du Parlement. Configuration en termes de composition de partis politiques et configuration en termes d'obédience. Et lorsqu'on prend les partis de la majorité et qu'on fait la sommation, on se rend compte qu'ils font en gros les trois quarts. Voilà. Et le parti, les démocrates, fait le quart. Et si on reste dans ce schéma arithmétique, on pourrait déjà se dire que, conformément aux dispositions du règlement intérieur, lorsqu'on prend par exemple, lorsqu'on va rester dans ce schéma-là, on peut s'attendre à ce que ce soit proportionnel. Maintenant, si on reste dans les détails en termes de présence de partis, sans faire cas des obédiences, c'est-à-dire quoi, des gros ensembles, c'est-à-dire mouvance opposition, c'est-à-dire que, valablement, le Parti des démocrates pourrait se réclamer d'avoir le même nombre d'élus par rapport à certains postes, comme le BR, parce qu'il dispose du cas également comme lui, en termes d'élus. Et mieux, lorsque nous prenons par exemple les différents éléments qui sont évoqués, lorsque vous prenez le règlement intérieur adopté en 2021, en son article 15, il est bien dit également que, parlant de l'élection bon, parce que je vais en venir, parlant d'abord déjà de l'élection du président et des membres du bureau. L'article 15.2b dit l'élection des 2 vice-présidents, des 2 questeurs et des 2 secrétaires parlementaires a lieu en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée nationale. Alors, la grosse question, c'est qu'est-ce que... Le texte est quand même assez évasif. Non, voilà, c'est là où on se demande la configuration politique. Est-ce qu'il s'agit de configuration en termes de nombre de députés par parti politique ou bien configuration en termes de, je dirais, grands ensembles, c'est-à-dire mouvance opposition. Même si dans l'esprit de tout ça vient dans un premier tic en fonction de la conception qu'on se fait en disant, bon, si on est de la majorité, on peut se dire qu'on doit se taguer majoritairement en fonction de la configuration politique qui est la majorité. Et lorsqu'on évolue et qu'on va au niveau des commissions techniques, le même règlement intérieur dit en son article 33, alinéa 2, que l'élection également l'élection a lieu au sein de la commission conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous, donc l'article dont je viens de citer. Donc, tant que faire se peut réunir toutes voilà. Non, ce n'est pas tant que faire se peut réunir. C'est dit clairement que l'élection des 2 vice-présidents, des 2 questeurs et des 2 secrétaires parlementaires a lieu en s'efforçant autant que possible de reproduire au sein du bureau la configuration politique de l'Assemblée nationale. Mais là, on va évoluer, c'est qu'il faut aller un peu plus loin pour voir quelle est la configuration des bureaux des commissions. Une commission est constituée d'un président, d'un vice-président, d'un premier rapporteur, d'un deuxième rapporteur et d'un secrétaire. Donc, si on reste dans ce schéma de l'article 15, on peut déjà se dire que le vote du président peut être véritablement discutaillé sur le rapport de force, parce que là, il ne se pose pas de problème. Lorsqu'on fait un parallélisme avec l'article 15. Et maintenant, lorsqu'on vient dans les membres des commissions, on doit forcément suivre également obligatoirement l'envie de respecter la configuration politique du Parlement. Et lorsqu'on prend ces éléments-là, on peut se dire que à charge ou à décharge, chacun a peut-être raison de tirer le drap de son côté, mais ce que moi, à l'analyse, j'observe, c'est que à l'analyse, là, je me rends compte que, dans une certaine mesure, les partis de la mouvance ont été pris de coup par la posture adoptée par le Parti des démocrates d'entrée. Certes, cette configuration et leur discours a certainement peut-être rébuté, je reste là dans les analyses, parce que lorsqu'on se rend compte de l'attitude, on se rend compte que c'est une attitude, je ne dirais pas réactionnaire, par rapport à une minorité face à une majorité. Et c'est là où, de ma position, je dirais que c'est le lieu pour le président de l'Assemblée de rentrer véritablement dans son rôle. Parce que c'est plus facile de gérer des minorités que des majorités. Vous vous rendez compte que le Parti des démocrates se retrouvant seul en tant que parti d'opposition a su colmater les brèches
en son sein, et jusque-là arrive à, je ne dirais pas les premiers 4. D'accord. Alors, il faudra pour la majorité aujourd'hui que le chef de file de la majorité, parce que c'est aussi ça, c'est aussi de ce leadership-là qu'il faut, puisse éviter que, dans l'opinion, il ne soit avancé des éléments qui portent à croire qu'il y a une majorité écrasante qui veut certainement user de son... Voilà. Alors, Moïse Dossoumou, on a vu lors de la composition du bureau du Parlement que la deuxième vice-présidence a été concédée donc au parti d'opposition, les démocrates, certainement au détour de conciliabule, au détour, on va dire ainsi, de négociation. On n'a pas eu autant de bruit dans la constitution du bureau du Parlement. Pourquoi aujourd'hui, quand il s'est agi des différentes commissions, le parti Les Démocrates n'est pas dans la même démarche de négociation et a préféré boycotter simplement, purement et simplement la séance? Je ne pense pas que l'élection du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale ait été le fruit d'une négociation entre les partis de la mouvance et le parti Les Démocrates. Ça doit avoir été, selon ma lecture des faits, une décision unilatérale des partis de la mouvance présidentielle et qui s'est imposée tout simplement au parti Les Démocrates. Je ne suis pas sûr que les deux blocs se soient parlé pour qu'enfin on puisse donner ce poste-là au parti d'opposition. Parce que vous voyez, vous dites, à ce jour-là, à l'Assemblée nationale, le parti Les Démocrates exigeait au moins 2 postes. Finalement, on leur a concédé qu'un seul. Et eux-mêmes ne pouvaient pas savoir à l'avance le poste qu'on leur a concédé. C'est au cours du vote qu'on a pu constater que ce n'est que ce poste-là qu'on leur a concédé. Et ça n'a pas suscité autant de bruit, autant de réactions, parce qu'ils disaient au moins un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Et ils n'ont pas fait du bruit outre mesure. Mais légitimement, ils s'attendaient à avoir des postes au niveau des bureaux des commissions permanentes. Et ça va de soi, c'est une question de logique et de bon sens. Parce que vous voyez, les commissions permanentes sont le prolongement du bureau de l'Assemblée nationale. Et on a un peu comme l'impression qu'on veut réduire au maximum la présence du parti d'opposition au sein de la conférence des présidents, qui est un organe indispensable pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. C'est même là que se prennent les décisions les plus importantes qui après viennent s'appliquer en plénière. Parce que vous voyez, la conférence des présidents, c'est l'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée nationale, qui sont les présidents des groupes parlementaires et les présidents des commissions permanentes. Et tel que les choses se passent actuellement, le parti Les Démocrates n'a que 2 représentants. Et presque 15, si je ne m'abuse, sont du côté de la mouvance présidentielle. On a comme l'impression qu'on veut tout faire pour les étouffer au maximum et les empêcher d'avoir, non pas d'avoir voix chapitre, mais de pouvoir peser dans les débats, de pouvoir peser dans les décisions. C'est politique, ça se comprend. Mais quand on prend la configuration actuelle de l'Assemblée nationale, la moindre des choses aurait été tout au moins de concéder ne serait-ce qu'un poste de président de commission parti Les Démocrates et peut-être un autre poste de rapporteur. Le problème ne se poserait pas autant. Par le passé, on a eu un schéma similaire en 2011. Et il a fallu qu'un certain Éric Mouleté adresse un recours à la Cour constitutionnelle pour avoir gain de cause. Et c'est la DCC 11047 du 21 juillet 2011. Et la Cour, en ce temps, avait maintenu les présidents des commissions permanentes et a ordonné la reprise de l'élection des autres membres des bureaux des commissions permanentes pour permettre à l'opposition en ce temps-là d'avoir des représentants au sein des bureaux des commissions. C'est une question de logique tout simplement. Et je crains qu'en fonctionnant tel que ça se passe, que ce soit les partis de la mouvance présidentielle eux-mêmes qui braquent plus qu'il n'en faut le parti d'opposition. Parce que c'est des gens qui ont été absents pendant 4 ans, où les autres ont eu le temps de régner, de faire en griffe tout ce qu'ils voulaient. Ceux-là sont venus maintenant dans une logique, non pas de revanche, mais d'affirmer leur présence. Et il appartient au parti de la mouvance, non pas de leur trouver une place, mais de faciliter la collaboration. Mais quand à chaque fois vous arrachez tout, vous braquez davantage les autres et vous rendez la collaboration plus difficile, plus compliquée. Mais quand vous concédez de temps en temps, les autres se calment un peu et se prêtent au jeu. Vous voyez le 12 février, lors de l'installation de la 9e législature, on ne pouvait pas deviner qui étaient les députés de l'opposition sur la mouvance présidentielle. Les deux camps allaient l'un vers l'autre, ils se parlaient, se blaguaient, riaient aux éclats. C'est de ça que le Bénin a besoin. Alors, si ils sont prêts, rien qu'au niveau des relations personnelles, à aller à ce point, à même s'embrasser, moi j'en ai vu, mais pourquoi ne pas les considérer quelque chose pour faciliter la collaboration? C'est aussi simple que ça. Pour moi, ce qui s'est passé manque simplement de bon sens et d'élégance. D'accord. Alors, que dire de l'attitude des députés du parti les démocrates bouder la séance parce qu'on n'a pas gain de cause? Est-ce que ça ne s'assimile pas à une réaction, vous excusez du peu le terme, une réaction puérile d'un môme à qui on a refusé de concéder un caprice et qui se fâche et qui va pleurer dans sa chambre?
En fait, c'est là le problème. En réalité, ce n'est pas un caprice. Je ne veux pas me faire le défenseur du Parti Les Démocrates sur le plateau. Cependant, il est à constater qu'on aurait pu mieux faire les choses. Et le comportement qu'ils ont eu, c'est un comportement d'opposants. Et ils sont 28. Ils n'ont pas la majorité. Et donc, ils ne pourront rien changer. Ils ne pourront rien y changer, intitut personnel. Et donc, là, je pense que ce comportement qu'ils ont eu, c'était pour se faire entendre. Et donc, bouder la séance, sortir de la salle, pour eux, était la manière la plus adéquate, peut-être, de montrer leur mécontentement face à ce qui se passe. Et comme je l'ai dit, il a manqué un peu d'élégance au parti de la mouvance présidentielle pour qu'on n'en arrive pas là. Ce que je souhaiterais, c'est que, comme le directeur de publication l'a dit, nous avons une jurisprudence en la matière, que la Cour peut-être se rappelle de cette jurisprudence-là et que dans quelques jours, qu'on nous dise de reprendre par exemple l'élection des membres, pas des présidents, des membres des commissions permanentes. Mais le parti des démocrates réclame au moins la présidence d'une commission. Non, je pense que, tout au moins. Non, je pense que le Parti Les Démocrates saura raison garder. Et les décisions de la Cour sont sans recours. Je veux être optimiste sur le fait que la Cour va s'inspirer de la jurisprudence et quand on va leur donner un certain nombre de trucs, encore qu'ils ne sont pas majoritaires, qu'ils l'acceptent pour que nous puissions évoluer. Le directeur de publication l'a rappelé, ce dont a besoin le Bénin, ce n'est pas que l'un se braque contre l'autre, c'est pour qu'il y ait une certaine convivialité au sein de l'hémicycle, que des débats d'idées se fassent et que celles qui sont justes triomphent simplement. D'accord. Alors, le parti d'opposition nous a habitués quand même à être tenaces et c'est de cette ténacité-là qu'est née justement leur présence au Parlement parce qu'on a vu tout le périple qui a entouré bien évidemment cette marche vers la 9e législature, les dossiers d'abord rejetés, la Cour constitutionnelle qui est intervenue, finalement réintégrée, ils sont allés au Parlement. Bref, quand on fait ce parcours qui a tout l'air d'un parcours initiatique et qui est jonché d'embûches et qu'on arrive finalement au Parlement, est-ce qu'il faut déjà, je ne vais pas dire pour peu, mais est-ce qu'il faut déjà adopter cette arme-là face aux premières difficultés, l'arme presque de la désobéissance? Désobéissance, dites-vous je ne pense pas qu'il s'agisse d'une arme de désobéissance, mais je pense plutôt qu'il s'agit d'une stratégie typiquement naturellement politique, et mieux de survie. Parce que lorsque vous restez dans un engrenage de 109 députés et que vous n'êtes que 28, vous dites d'abord déjà que sur le plan arithmétique, le rapport de force, il est énorme. Et la seule manière de se faire entendre, c'est de chercher les failles de votre adversaire. C'est de chercher peut-être en griffe ses postures ou ses positions qui amènent peut-être, qui pourraient être rébarbatives en termes de posture au sein de l'opinion. Et je pense que là, le parti, les démocrates, est en train de je ne dirais pas de se tirer d'affaire, contrairement à ce que beaucoup avaient déjà pensé en disant que lorsqu'on regarde son effectif, c'est que c'est comme une goutte d'eau dans la mer. Mais c'est là où je parlais tout à l'heure du chef de la majorité, je ne dirais pas de la mouvance au Parlement, qui véritablement doit tout faire pour que l'opinion n'ait pas beaucoup à reprocher à la majorité, en tout cas parlementaire. Parce que c'est de son tact et de sa stratégie que véritablement il pourrait avoir une vraie accalmie. On l'évoquait ici la semaine dernière, en ce qui concerne de façon naturelle, on peut déjà se dire que c'est le président de l'Assemblée nationale et c'est à lui qu'il reviendra certainement de jouer, je ne dirais pas... les arbitres pas les arbitres, de jouer dans la stratégie pour que dans l'opinion, il ne soit pas renvoyé ce type d'image qui porte à croire que certains sont lésés. Parce que, dites-vous que au-delà de thème de dire que le Parlement, la 9e législature est un Parlement de 3 ans, et après cette législature, il y aura des élections. Et c'est du rapport de force et de la manière dont les partis de la mouvance vont aujourd'hui jouer les cartes que l'opinion va pouvoir se faire une idée de savoir si après, si en 2026, ce parti pourront certainement accréditer un des candidats des partis de la mouvance de leur crédit, de leur confiance. Parce que c'est en fonction de la manière dont ils vont dérouler les choses au Parlement qu'on pourra se dire que, quel qu'en soit ce qu'on peut reprocher au parti de la mouvance, il y a eu telle concession, il y a eu ceci, il y a cela. Mais si d'emblée, on se rend compte que c'est pour, comme on dit, c'est pour contrôler le Parlement en maître,
et que l'opposition soit carrément étouffée. Vous savez, chez nous, on n'aime pas souvent, on se range très facilement du côté de ceux qu'on pense en griffe avec des victimes. D'accord. Alors, Moïse Dossoumo, est-ce que les démocrates avaient à claquer la porte? Est-ce qu'ils ne gagneraient pas à aller plutôt vers la négociation? Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas essayé, que ça n'a pas abouti? C'est bien possible que cela a été fait dans les coulisses. Et la contestation, le boycott, c'est une forme de protestation politique et même syndicale. Ce n'est pas mauvais en soi. C'est peut-être quand ça devient répétitif qu'on peut dire que c'est mauvais et qu'ils n'ont que ça comme stratégie. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils viennent de commencer. Et ils ont dit, ben c'est un acte fort, en ce sens qu'ils se sentent brimés. Ce qu'ils demandent, ce n'est pas qu'on leur donne tout. Ce n'est pas qu'on leur donne la majorité. Mais concéder, nous, au moins, tout au moins un poste important. Ce n'est pas sur 5 postes qu'on leur donne un poste de président, ce n'est pas trop demandé à mon avis. Parce que par le passé, il y a quelques jours, ils ont demandé 2 postes sur 7. On leur a donné 1 sur 7. Ils n'ont pas boudé. Donc, ils demandent 1 maintenant sur 5 et qu'on leur interdit ça et qu'on leur arrache maintenant tout le reste. C'est un peu comme si leur présence était indésirable à l'Assemblée nationale. Parce que, voyez-vous, avant que les dossiers ne viennent en plénière, c'est au niveau des commissions que c'est discuté. Et c'est le rapport de la commission qui est lié en plénière qui oriente les débats. Mais si déjà ils sont 28 et qu'on les écarte de tous travaux préparatoires au sein des bureaux des commissions, qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent faire en plénière? Si en amont ils n'ont pas participé aux travaux en tant que membres du bureau des commissions, s'ils n'ont pas bien lu les textes, s'ils n'ont pas participé au débat à ce niveau-là, s'ils n'ont pas pu se faire entendre à ce niveau, qu'est-ce qu'ils vont dire en plénière? Tous les jeux seraient déjà faits. Et ils ne veulent faire que de la figuration, que de la protestation. Alors que le rôle de l'opposition également, c'est de donner des idées, c'est même d'aider le pouvoir à mieux voir clair dans certaines situations. Donc, si en amont, on leur permet de jouer leur rôle, parce qu'ils n'y vont pas pour de la configuration, de la figuration plutôt, qu'est-ce qu'ils viennent faire en plénière? Alors, le règlement intérieur, on l'a lu, il n'est pas vraiment très explicite. Est-ce qu'il ne faut pas finalement revoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale afin, pourquoi pas, de spécifier clairement peut-être des quotas, dire par exemple que dans les commissions, il faut qu'il figure au moins 2 ou au moins 3, c'est-à-dire clairement avoir des chiffres. Sinon, lorsqu'on laisse le groupe de mots autant que faire se peut ou autant que possible, il n'y a pas vraiment de certitude. Autant que possible pour nous, ça peut être 1 sur 7. Autant que possible pour nous, ça peut être 2 sur 100. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas retoucher finalement le règlement intérieur? Même là, dans ce que vous dites, les tests n'ont pas été respectés. Parce que le autant que possible ne figure même pas dans les bureaux des commissions. Dans aucun des 5 bureaux qui ont été mis en place, le autant que possible n'y figure même pas. Donc ça a été mis de côté carrément. Non, excusez, je pense que le test qu'il a lu était oui, pour le président, oui, mais on dit que l'article qui a suivi, que ça s'applique. Donc le temps que possible n'y figure même pas. Et pour moi, ce n'est même pas un souci de test, c'est un souci de bon sens, c'est un souci de logique, c'est aussi simple que ça. Et du moment où ça n'a pas comme sous-bassement, on va dire le souci du Bénin, un test juridique. Le souci du Bénin, ce n'est pas les tests, nous avons assez de tests. C'est la posture, c'est la manière de procéder, c'est la manière de penser. Nous sommes très forts aujourd'hui. On va les écraser au maximum pour leur montrer qu'ils ne valent rien. C'est cette pensée-là qu'il faut combattre. Parce que les postures changent. Qui nous dit que déjà en 2026, ce n'est pas ceux qui écrasent aujourd'hui qui sont forts, qui seront minoritaires et qui se feront écraser après. On l'a déjà vu par le passé. Donc, je dis pour faciliter la collaboration, encore qu'on tend vers 3 élections générales. Donc, ce sera vraiment un parlement tumultueux. Et d'ici 1-2 ans, vous allez voir que les rôles vont commencer par changer, les visages vont commencer par donner, disons, une autre visibilité, je ne dirais pas visibilité, mais on va commencer par voir certains masques tomber de part et d'autre. Ce ne sera pas une législature sereine, ce sera tumultueux parce que ça annonce 3 grandes élections, notamment la présidentielle et les législatives. Les communales encore, on peut fermer les yeux sur ça. Mais les 2 élections majeures qui s'annoncent feront en sorte que, au fur et à mesure que cette législature va évoluer, les jeux de chaises musicales, tout ça va commencer par apparaître. Et si dès maintenant, on ne facilite pas la collaboration, ce sera terrible après pour gérer. Et c'est en cela que le chef de file de la majorité, le président Louis Blabonou, a intérêt à manœuvrer. Il a toutes les cartes en main pour faciliter le jeu. Voyez-vous, celui qui est déjà vice-président de l'Assemblée nationale, c'est son collègue sur le plan professionnel, ils se connaissent, ils sont pratiqués. Depuis déjà se rapprocher de lui, discuter avec lui, concéder quelque chose. Nous, on a qui est président du groupe parlementaire. On peut l'approcher. On était ainsi de suite. Discuter, concéder des choses de part et d'autre. Les jeux de couloir, on peut les faire suffisamment pour que les plénières se déroulent de manière apaisée, même dans la contestation. Mais si tout le temps, il faut être braqué,
Ils auront beau forcer. Est-ce que Moïse, je reste avec vous et j'en viens à vous, mon cher Boniek. Est-ce que, on va dire ainsi, Chat échaudé n'est-il pas en train de craindre l'eau froide? Parce que, voilà, on voit déjà les démocrates bander les muscles en mondovision lors de l'installation. Dans la foulée, une interpellation du président qui survient. Et voilà, on se dit, si on leur accorde trop de place, finalement, est-ce qu'ils vont pas nous monter sur la tête? Si on leur met sur notre dos et qu'ils voient notre crâne, ils risquent de nous talocher finalement. Donc c'est une mauvaise stratégie. Et je ne pense pas qu'un seul député ait été surpris de la posture des démocrates. Je ne pense pas. Eux-mêmes savaient déjà que ceux-là venaient pour accomplir une mission précise. Et tout le monde le savait, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une surprise. On ne peut pas avoir une opposition qui s'installe à l'Assemblée après 4 années de privation et espérer qu'ils viennent regarder les gens et puis rentrer chez eux. Ce n'est pas possible. Donc ils sont venus avec, une carte bien précise, savent ce qu'ils ont à faire. Et il appartient aux autres, non pas de les casser, mais de les amener à collaborer, de les amener à pacifier les relations au sein de l'Assemblée nationale. D'accord. Parce que si chaque plénière doit être houleuse, tumultueuse, ce sont les députés de la mouvance qui vont laisser le poste, ce n'est pas les autres. Parce que les autres sont parés pour contester, pour faire du bruit, pour tempêter. Mais il appartient aux autres de faire en sorte que la paix règne, pour que les dossiers puissent évoluer sereinement. D'accord. Je pense que c'est une question de rapport de force. Il ne faut pas oublier que les opposants d'aujourd'hui étaient les majoritaires d'hier. Et donc, la même scène s'est produite. Ce dont parlait le directeur de publication, évidemment, c'était les opposants d'aujourd'hui qui étaient dans les mêmes conditions hier. Les mouvanciers d'aujourd'hui ont saisi la Cour constitutionnelle et pour avoir gain de cause. Donc, je pense que la politique, c'est un rapport de force. Cependant, ce que nous, analystes, nous demandons, c'est qu'il y ait un peu d'élégance dans les choses pour que les relations, la collaboration au sein de l'hémicycle puisse être une bonne collaboration pour le bonheur du peuple. Parce qu'en réalité, la finalité, le résultat, c'est ce que nous voulons, que des lois véritables soient votées, des lois qui ciblent évidemment les problèmes des Béninois, c'est pour un règlement, pour une solution adaptée et adéquate pour le bonheur de ce peuple. D'accord. Alors, Ange Badouin, est-ce qu'on est en train de filer du mauvais coton? Est-ce qu'on est en train de partir sur de mauvaises bases? Est-ce que le début assez tumultueux déjà présage d'une météo parlementaire, on va le dire ainsi, des plus orageux? Et vous vous rendez compte évidemment que, au-delà de tout ce qui est du jeu politique, c'est que même les tests sont véritablement en train d'être, je ne dirais pas, mis de côté. Parce que lorsque vous prenez l'article 31 par exemple, vous vous rendez compte au 4e alinéa, on dit que l'inscription dans les commissions permanentes est obligatoire pour tout député sous réserve des dispositions de l'alinéa 5 qu'ils ont prévu dans l'alinéa 5. Je vous le lis, on dit les membres du bureau de l'Assemblée nationale ne peuvent pas être membres de la commission permanente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les députés, normalement, obligatoirement doivent être membres d'une commission permanente. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est que forcément, il y a un travail d'intelligentsia entre je ne dirais pas les présidents des groupes parlementaires et le président, je ne dirais pas forcément du bureau de l'Assemblée nationale, pour que déjà, d'entrée, chaque député d'un parti puisse être annexé ou bien attribué à une commission. Avant maintenant qu'on ne parle maintenant de l'élection. Donc dans cette condition-là même, je me demande même aujourd'hui, est-ce que les députés de l'opposition se retrouvent aujourd'hui dans les commissions? Gros point d'interrogation. Là, on est déjà en train de partir, comme vous êtes en train de dire, sur de mauvaises bases. Parce que si nous devons respecter les tests, il faut que tous les députés fassent membres d'une commission. Et lorsqu'on va au-delà et qu'on se rend compte également de l'atmosphère qui est en train d'être jetée dans l'opinion, je ne pense pas que c'est de cela qu'on ait besoin après une élection telle que celle qu'on a connue, après les chiffres qui ont été évoqués, des différentes tensions qu'on a connues avant ces élections-là. Je pense que pour le moins auquel on puisse s'attendre, c'est que il y a un management qui puisse amener à ce que les gens se disent que l'opposition peut-être se réclame de certaines velléités, mais la mouvance, dans une certaine stratégie, arrive à la contenir. Mais si d'entrée, on se rend compte qu'il y a du tac au tac, qu'on se rend compte que les petites concessions qu'on pourrait faire, qui en réalité ne devaient normalement pas gêner, parce que quand on regarde la configuration du Parlement aujourd'hui, tout le monde sait que le mot de la minorité parlementaire, au-delà des lois majeures qui nécessitent le 3/4 et les 4/5 de blocage, mais la majorité a les coups des franches. Simplement que peut-être en plénière, l'opposition pourra certainement faire revenir sur certains points qu'il a évoqués peut-être dans les commissions ou bien sur certains points qu'il aurait notés
qui certainement vont permettre de tenir en haleine l'opinion. Mais je pense que le management aujourd'hui revient au chef de file de la majorité pour que nous puissions avoir un Parlement apaisé. Et mieux, lorsqu'on suit le discours d'entrée, le mot introduit du président de l'Assemblée nationale, on s'attendrait certainement à ce que, forcément, qu'on ait un Parlement apaisé pour que certains chantiers qui sont projetés puissent tout au moins être au moins avancés au Parlement pour que la suite maintenant puisse être une question de perception ou bien de délibération en plénière. D'accord. Alors, on va finir sur le sujet avec vous, Moïse Dossoumo. Aujourd'hui, voilà, les démocrates ont brandi déjà l'arme du boycott. Si à l'avenir cela se reproduisait, quel commentaire on peut être amené à faire? Est-ce qu'on va peut-être pas dire, là on est peut-être dans la fiction, est-ce qu'on va peut-être pas dire qu'ils sont un tout petit peu braqués aussi? Ce n'est pas la minorité qui est déjà fragilisée, disons, de continuer à subir les assauts d'une majorité qui est très forte. Ce n'est pas comme ça. Elle va chercher à se défendre. Quand vous êtes en situation difficile, contre un griffe, quelqu'un qui est plus fort que vous, cherchez à vous défendre. Vous ne subissez pas. Et je pense que les partis de la mouvance ont plutôt intérêt à baisser d'un ton. Voyez-vous, si d'aventure le Parti des démocrates allait vers la juridiction constitutionnelle et obtenir gain de cause, mais ce serait camouflé pour les partis de la mouvance, alors qu'on aurait pu éviter ça et faire les choses plus ou moins bien. C'est de ça qu'on a besoin. Vous voyez, lors de l'élection des membres du bureau plutôt de l'Assemblée nationale, on a déjà vu dans le secret du vote certains députés entre 2 et 5 qui ont rejoint les démocrates dans le secret de l'isoloir. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Si déjà, lors de la première convocation de la plénière pour désigner les membres des bureaux de commissions permanentes, ça n'a pas prospéré, du fait même des embrouilles au sein des deux partis de la mouvance, et que c'est qu'à la seconde convocation que ça peut prospérer tard la nuit, c'est que entre les deux partis de la mouvance, le ton n'est pas bon, c'est qu'on ne se parle pas bien, c'est qu'on n'a pas suffisamment arrondi les angles. Si déjà entre eux, ça ne va pas, et si au lieu d'arrondir les angles entre eux, ils vont se chercher un nouvel ennemi qui est peinard dans son coin, le Parti des démocrates, c'est que, à terme plutôt, c'est même les deux partis de la mouvance qui vont se déchirer à l'Assemblée nationale et les démocrates vont rester peinards à les regarder, tout heureux. Donc il vaut mieux, dès maintenant, là, aplanir tout ça et faire en sorte que le travail législatif et de contrôle de l'action du gouvernement se fasse bien. Parce que sur ce terrain, les démocrates attendent au carrefour. Et ils ne vont pas les rater sur ce terrain-là. Donc il vaut mieux faire en sorte que tout se passe pour le mieux dès le départ, pour qu'on aille maintenant sereinement vers l'avenir. Sinon, il n'y a rien à faire jusqu'aux élections de 2026. Ce sera la guerre, ce sera terrible. Le Parlement sera éruptif. Allez, on va clore ce sujet et suivre de très près l'actualité parlementaire dans les prochains jours et voir ce qu'il en sera. On vient à présent à vos vaillants écureuils. Terminé, on ne parlera plus jamais d'écureuils. Désormais, nous sommes en mode Guipard et en mode Amazon, bien sûr. C'est quand même une page de l'histoire qui se ferme, mon cher Boniek. Écoutez, je l'ai constaté comme vous. Nous avons changé de dénomination pour les équipes nationales. Désormais Guépard pour les hommes, Amazon pour les dames. Je pense que nous avons cherché à affirmer un peu plus notre patriotisme et si vous voulez cette envie d'aller toujours de l'avant. D'aucuns ont pensé ou ont estimé à tort ou à raison, je n'en sais absolument rien, que l'appellation écureuil faisait diminuer peut-être l'envie des uns et des autres d'aller de l'avant et qu'un écureuil face à un lion ne pourra rien faire. C'est des superstitions peut-être. Cependant, je pense que ces débats, depuis très longtemps, ont aujourd'hui gain de cause auprès des autorités qui ont peut-être accepté que, effectivement, être appelé écureuil vous empêche d'agir favorablement. Et donc, Guépard aujourd'hui, je pense que c'est l'animal le plus rapide, n'est-ce pas, au monde. Et donc, si cela peut booster les écureuils du Bénin à aller plus, n'est-ce pas, de l'avant, nous rapporter plus de résultats, évidemment, tant mieux. Amazon pour les dames, parce que justement, vous connaissez l'histoire des Amazones en République du Bénin. Et je pense que c'est pour affirmer davantage notre patriotisme et notre identité béninoise que cela a été fait. Si ça peut également les aider à aller de l'avant, tant mieux. De toutes les façons,
Est-ce que Guépard et Amazon fera ramener de très beaux résultats en République du Bénin? Wait and see. D'accord. Alors, mon cher Ange Banon, on sait que le Bénin, depuis un certain temps, a commencé une forme de reconquête patrimoniale, un chantier patrimonial, on va le dire ainsi, un méga projet touristique pour accueillir un flux visiteur important dans notre pays. Et en cela, le parc Mengari, par exemple, a subi de grandes modifications. Sinon, un véritable travail a été fait dans le parc pour essayer de le rendre beaucoup plus attrayant. On sait que le guépard figure dans notre parc. Et on sait aussi que sur le chantier de la reconquête patrimoniale, les Amazones ou la statue de l'Amazone a été un grand chantier du PAG, du président donc Patrice Talon. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer sur deux tableaux, on va dire, touristico-culturels à travers l'égérie que constituent les équipes du sport? On sait que le sport constitue un véritable tremplin de positionnement sur la carte du monde. D'entrée, il faut reconnaître que ce changement de nom n'est pas une première au Bénin. Suivant ce que moi j'ai eu à entendre, c'est que déjà pendant la période révolutionnaire, il y avait eu un changement de nom de l'équipe nationale qui devait être appelée les Étoiles, si je ne m'en abuse. Et aujourd'hui, ce changement de nom intervient dans un contexte qu'il faut véritablement également préciser. C'est vrai qu'on a parfois aussi la critique facile, pour ainsi dire, mais il faut reconnaître que le football d'emblée, c'est la transposition des conflits en griffes classiques je ne dirais pas en un festival, parce que les arènes en temps, c'était pas pour le football, c'était pour les gladiateurs. Et au-delà de cela, lorsqu'on prend les expressions footballistiques, on parle de frappe, de contre-attaque, etc., etc., c'est des thèmes militaires. Et en dehors de cela, je ne dirais pas, lorsqu'on reste dans cette posture, chaque partie a son fanion et son emblème qui est gravé sur le fanion. Et c'est donc à juste titre, en voulant humaniser cette posture, ce vivre ensemble qui était fait je ne dirais pas de conflit, que le football est revenu aujourd'hui comme un maître mot célébré par la planète, avec même je ne dirais pas le fair play que tout le monde appelle sur les terrains de football et, comme on le dit, le soft power du football. Et mieux, lorsqu'on prend le Bénin, et mieux les pays voisins, lorsqu'on prend le Nigeria par exemple, on a l'aigle qui en réalité se retrouve dans l'armoirie du Nigeria. Quand on prend par exemple le Ghana, on a l'étoile. Quand ainsi de suite, plusieurs pays jouent souvent sur leur armoirie parce que quelque part aussi, l'animal ou bien, je ne dirais pas les objets ou bien l'un des objets représentés, est identitaire de cette nation-là et facilement les populations se retrouvent autour de cela. Et n'oubliez pas aussi le jeu émotionnel. On s'est rendu compte qu'en 2019, lors de la Coupe de la CAN en Égypte, lorsque le Bénin avait affaire à jouer contre certains félins, au sein de l'opinion, on ne parlait plus des performances des écureuils, on parlait beaucoup plus de tels félins qui veulent... On était dans la métaphore. Voilà. Les écureuils mangeurs de lions, disait-on souvent. Et donc, vous vous rendez compte que psychologiquement, qu'on le veuille ou pas, l'égérie, pour ne pas dire... d'une équipe, quelque part, joue un rôle psychologique. Mais loin s'en faut. Loin s'en faut dans la mesure où ce n'est pas parce que vous êtes un lion que forcément sur le terrain, vous aurez forcément des aptitudes de lion. Et c'est là où moi je dirais que l'avènement de ce changement de nom, pour moi, a manqué de quelque chose. A manqué non seulement, je ne dirais pas, d'une stratégie communicationnelle qui permettrait tout au moins de savoir les raisons qui ont motivé. En dehors des raisons, quelles sont les nouvelles dynamiques qui seront implémentées pour que valablement l'équipe puisse porter ce nom? Parce qu'il faudrait d'entrée qu'on nous dise, qu'on nous sorte de façon technique, quelles sont les orientations. On a vu même qu'avant cela, il y a eu un nouvel entraîneur pour le football, parce qu'on dit que c'est le sport roi. Moi, je me suis dit que quelque part, on aurait pu faire une orchestration qui d'entrée va installer... On va inscrire cela dans une forme de dynamique nouvelle. De dynamique nouvelle qui va permettre, qui pourra être portée en attendant maintenant qu'à la longue, parce qu'il n'y aura pas de miracle tant qu'il n'y aura pas du travail. D'accord. Pour qu'on puisse avoir des résultats. Alors, mon cher Moïse Doussoumou, quel commentaire vous faites à propos de ces changements de nom? Je trouve que c'est brutal et unilatéral. Brutal parce que c'est venu juste comme ça, personne ne s'y attendait. Unilatéral parce que ça Guépard, on en parlait depuis un moment. Ça a été dit, on a dit que ce n'est plus ça, et puis du jour au lendemain, ça revient, et puis on voit une signature, et puis c'est tout. C'est brutal, et c'est unilatéral.
On aurait pu procéder parce que c'est la signature d'une autorité qui l'a faite. Il n'y a pas eu de consultation préalable officielle. On aurait pu pouvoir aller tout ça, mener un atelier d'une demi-journée, en conviant toutes les fédérations, tous les acteurs du sport. Peut-être qu'ils ont été écoutés les présidents de fédération. Je dis le faire officiellement, pour qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vient, qui se prépare. Et on fait en sorte, même si la décision a été prise, on fait en sorte de faire comprendre à l'opinion que ce sont tous les acteurs qui sont entendus pour choisir ce nom. Ça, c'est un travail psychologique qui est fait. Au lieu qu'on nous jette un arrêté sur la figure comme ça a été fait. Cela dit, ce n'est pas mauvais de changer de nom. Mais à titre personnel, je me dis, quand on avait choisi Écureuil, c'est parce qu'on considérait en ce temps-là qu'on ne valait pas grand-chose au plan footballistique, sur le plan international continental. C'était plus pour mettre en avant... Si aujourd'hui on estime qu'on est devenu Guépard, ça suppose qu'on a déjà fait un certain nombre de travaux qui nous prédisposent à changer de statut au niveau des performances et à tutoyer les cieux. Ces genres de travaux-là, cette préparation, on ne les voit pas. Parce qu'on nous pataugeons toujours. Il faut espérer que maintenant que les choses changent. Encore qu'à titre personnel, j'ai un problème avec les noms d'animaux qu'on colle aux équipes nationales. Il y a Amazon au niveau des dames. C'est pas mal. Nous sommes dans une civilisation universelle. Et n'oubliez pas qu'il y a une grande partie du monde dit développé qui, en dépit de tous les progrès, continue de regarder les Africains comme des sauvages. Et s'il faut affubler encore nos noms d'équipe nationale de noms d'animaux sauvages, c'est qu'on est en train d'installer davantage dans leur esprit que nous sommes vraiment des sauvages. On peut aller vers une meilleure civilisation, donner des noms plus beaux, des noms plus enchanteurs, qui ne collent pas aux animaux. Ce serait plus intéressant pour nous, je pense, plutôt que de rester accroché à la savane et à la faune. D'accord. Une chose est sûre, oui, allez-y. Si vous permettez, 30 secondes. Je voudrais répondre rapidement à mon cher Banouin, que la dynamique dont il parle, évidemment, le gouvernement depuis 2016, ça, il faut avoir le courage de le reconnaître, fait beaucoup d'efforts dans le secteur, n'est-ce pas, du sport, en construisant, par exemple, des stades, en mettant à disposition les infrastructures pour que les choses puissent aller. Mais je pense que le constat peut être fait logiquement, que depuis 2016, évidemment, dans toutes les fédérations, les lignes bougent, les subventions sont là à temps, et que ce n'est pas encore totalement ça, et on va espérer que ça aille de l'avant davantage. Cependant, il faut reconnaître qu'un bel effort, un très bel effort est quand même en train d'être fait. D'accord, une chose est sûre, oui, on va finir. Il y a un délit, si vous permettez. Oui, en fait, lorsqu'il parle d'effort, aujourd'hui, je ne suis pas en train de parler des actions, je ne dirais pas en termes d'infrastructures. Vous pouvez avoir des infrastructures si vous n'avez pas des techniciens qu'il faut pour encadrer les jeunes. Si vous n'avez pas... D'accord, allez, on va parler... Le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Une chose est sûre, les Amazones du Bénin pour le baptême du feu ont perdu hier 0 but contre 3 face aux Ghanéennes, aux dames ghanéennes justement dans cette rencontre amicale. Et les petits guépards vont eux effectuer leur entrée en selle demain. Ce sera du côté de l'Égypte pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On en parlera tout à l'heure avec Hugues Nsoussounan dans la page des sports. Que pensent les Béninois de ce changement de nom? Maurice Tantan est avec nous. Bonjour. Bonjour Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme vous pouvez le deviner, les questions relatives au football national suscitent de nombreuses... Au sport national. Sport national si vous voulez. Aujourd'hui on parle de football précisément, suscite donc de nombreuses réactions et sur la toile, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les avis sont partagés sur le sujet. D'une part, il y a ceux qui saluent ce changement de nom qui pourrait booster psychologiquement nos athlètes sur le terrain de jeu. Et puis d'autre part, il y en a qui estiment, des internautes qui sont plus dubitatifs, ceux-là, ils insistent plutôt sur le fait que la clé de la réussite, bien du succès du football béninois, c'est plus dans la formation, de la formation à la base. Donc, c'est ce que nous allons voir dans les nombreux avis qu'on a pu recueillir sur la toile ce matin. Je commence sur Facebook avec Ghislain Adanlien qui nous dit « Les nouvelles appellations de nos équipes nationales de football montrent réellement que nous voulons repenser le football dans notre pays. Cela ne voudra pas dire que le surnom écureuil nous portait malchance. Le football à la base est la seule solution et je crois que le gouvernement a compris cela avec les appellations Guépard et Amazon. Mettons-nous juste en tête que le football au Bénin a un avenir très radieux, conclut cet internaute. C'est pas l'avis de Koumassa Maurice qui nous dit que ces nouvelles appellations de nos équipes nationales de football constituent juste un non-événement. Ce n'est rien d'autre qu'une manière
de nous distraire de la part de la Fédération de football qui ne veut pas se révéler. Du premier mandat au second, si ce n'est pas le changement de nom, les actuels membres de la FBF n'ont pas fait mieux que leur prédécesseur, écrit Maurice Koumassa sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Roland Bokor à présent nous écrit: certains disent que l'emblème dynamise en dopant le moral des acteurs. Pour ma part, la véritable révolution n'est pas identitaire, mais il faut un travail à la base qui passe par nos centres de formation. Il n'y a pas de génération spontanée, mais seul le travail paie. Sinon, nous risquons de changer éternellement de nom, conclut Roland Bokor. Narcisse de Saron dit plutôt: je suis bien d'accord pour le changement de nom. Les nouveaux noms tiennent compte des réalités de notre pays. Quand une équipe veut nous croiser désormais, elle aura peur. Auparavant, toutes les équipes nous sous-estimaient. Maintenant, elles auront peur. Et spirituellement, le nom agit sur nous. Un petit nom est petit et un grand nom est grand, conclut cet internaute. Rodrigue Amégan, on va passer sur Twitter à présent. 3 commentaires de ce côté-là. Le premier, signé Raymond Setondi, nous dit: ce n'est pas le nom qui fait une équipe de foot, mais ce sont des joueurs patriotes dévoués à la tâche, un staff compétent qui connaît le football et ses rouages. Il faut aussi des dirigeants imbus d'amour pour le travail bien fait et détestant toute forme de corruption. Même un ratel peut arriver à bout d'un guépard en usant de ruse. Le problème du football béninois est ailleurs, nous dit cet internaute. Eric Atin-Ikundi, c'est vrai que le nom a une influence sur l'être ou l'entreprise qui le porte, mais il faut la foi et la détermination pour révéler ce nom. L'appellation Les Amazones est un honneur à nos braves femmes et à l'histoire. Force et courage au couple Guépard et Amazon. On va terminer avec le commentaire de Kodjo Lakpomé. Dit: le changement du nom à nos équipes nationales est vraiment apprécié. Le seul problème qui reste à régler est le sérieux dans le choix des joueurs. Si les joueurs ne sont pas bons, le nom peut être là, mais le résultat sera mauvais toutes les fois. Voilà ce qui est dit, cher Herman Rodrigue Amégan. Merci beaucoup à vous, Maurice Tantan, et rappelez aux amis téléspectateurs, bien sûr, que ce n'est pas que pour le football, c'est toutes les équipes nationales du sport qui porteront désormais ces noms, un peu comme on l'a vu par le passé, que ce soit basket, hand, judo et tout ce qu'on veut, football. Voilà, s'il s'agit des hommes, on parlera de Guépard, et s'il s'agit des dames, on parlera d'Amazon. Merci, Maurice. Et puis, on va dire un mot rapidement, chacun en 15 secondes, rapidement, sur la situation de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Il a été condamné encore en appel. C'était attendu. C'était attendu parce que, évidemment, on ne peut pas se renier de cette façon-là. Cependant, ce qui est à souhaiter, c'est qu'il s'entende désormais, enfin, qu'il fasse en sorte, encore qu'il a rencontré Denis Sassou Nguesso la dernière fois, que les médiations se fassent pour que les deux puissent arrondir les angles, pour qu'on ait un Côte d'Ivoire un peu plus apaisé. Alors, Ange, en 15 secondes aussi, on a vu qu'un processus de réconciliation est en cours en Côte d'Ivoire. Dernièrement encore, les 3 monstres, on va le dire ainsi, Alassane Dramane Ouattara, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo se sont encore retrouvés à l'occasion, je pense bien, d'une cérémonie qui a vu l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel venir dans le pays. On appelle la réconciliation de tous les vœux. Est-ce que cette réconciliation pourrait être possible sans Guillaume Soro? Il faut dire que Guillaume Soro est simplement rattrapé par son passé. Et qu'il ne figure pas aujourd'hui dans les perspectives en griffe des grandes chancelleries qui décident du sort de l'Afrique. S'il était dans le carré, sinon dans les projections de ceux qu'on entrevoyait pour pouvoir assumer cette responsabilité, cette charge en Côte d'Ivoire, je ne pense pas que la discorde entre lui et Ouattara serait si intense. Moïse, Soro s'est grillé pour encore quelques années. Ça, c'est ce qui se dessine et c'est même la preuve que les positions politiques, les avantages, tout ça là sont éphémères et que tout peut basculer du jour au lendemain. Donc il appartient aux acteurs politiques de savoir jouer. Mais cette crise là est politique. La solution n'est pas judiciaire, elle sera également politique. Très bien. Merci beaucoup à vous, messieurs. Moïse Dosoumon, vous êtes le directeur de publication du quotidien Fraternité. Ange Banouin, journaliste, analyste politique. Bounia Kanagonou, analyste politique aussi. Merci d'être passé sur 5 sur 7. À très bientôt. On vous retrouvera toujours par ici les lundis matins pour commenter avec nous l'actualité politique au plan national et international. 5 sur 7 matin. Il est l'heure à présent de passer au sport. Les sports, une présentation ce matin de Hugues Zissouzounok qu'on va installer.